Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format On-Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics, quel que soit le support et le média. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite émission spéciale. Alors, on est la Saint-Valentin le jour où on l'enregistre, et quelque part, c'est pas du tout une histoire d'amour, non, parce que c'est un film d'horreur, donc rien à voir, tant pis, on aurait dû l'enregistrer pour Halloween, mais on s'était pas assez bien organisé, mais c'est pas grave. On va vous parler d'un film qui s'appelle Random Acts of Violence, qui est l'adaptation des comics du même nom de Justin Gray, Jimmy Palmiotti et un artiste italien dont je n'aurai pas le nom sur le bout de la langue tout de suite, mais je vais le retrouver après. Un film de Jay Baruchel qui est sorti il y a 5 ou 6 ans maintenant sur la plateforme Shudder. On en avait parlé un petit peu sur Comics Blog à l'époque parce que ça existait et que c'est toujours rigolo de voir des comics indépendants se faire adapter, surtout quand c'est des titres d'horreur. Vous savez bien que l'horreur ici ça passionne beaucoup, au moins une moitié de l'équipe. Et donc on s'était dit là, vu qu'on était dans un petit moment d'accalmie. Alors oui, on vous a pas encore fait le podcast sur Wonder Man, mais ça arrive. Mais donc dans ce petit moment d'accalmie cinéma en tout cas, on profitait un peu de ce temps pour rattraper pas mal de choses qu'on n'avait pas pu traiter, et notamment on se fait une série un peu spéciale, ces films sortis au ciné, enfin sortis mais qui ne sont pas sortis en France, oui. Puisque bon courage pour le trouver celui-là. C'est ça, voilà, parce que comme Red Sonja, comme Hellboy the Crooked Man et comme The Toxic Avenger, Random Acts of Violence, c'est de l'inédit, je crois total. Je crois qu'il y a même pas de Blu-ray ou de DVD même pour ce film-là. Donc ça nous a coûté très cher de se prendre ce billet d'avion à tous les trois avec Yérim qui est ici présent. Salut Yérim. Salut. Donc voilà, on est parti aux États-Unis, on allait trouver un DVD sur place et on l'a regardé là-bas avant de revenir quoi. On s'est abonné à Shudder. Donc après on a résilié l'abonnement puis on est rentré. Donc ouais. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on accorde nos versions avant de avant de passer au commissariat. C'est fou, maintenant on va être fiché. Bref. Et du coup, il a dû sortir au Canada ou dans un autre pays francophone parce qu'il existe une VF de ce film. Ah ouais? Ouais. Ah. Ouais. En même temps, c'est un réal canadien. Je crois qu'il y a, enfin, même dans les crédits au début du film, t'as des studios entre guillemets mais oui, francophones. Oui, parce que t'as un truc qui s'appelle téléfilm. Non, la cinéphilie, enfin la ciné quelque chose. Oui, c'est vrai. Attends, je dois avoir mon abonnement Shudder qui exactement. Sur le téléphone. Mais je l'ai aussi mon abonnement Shudder, donc je peux aller. Mais effectivement, non, c'est de toute façon au Québec, je crois, enfin au Canada, je crois qu'il y a vraiment une loi qui oblige toutes les productions à vraiment avoir une VF. Ah d'accord. Ok. Tu sais, parce que là, il y a l'État fédéral et apparemment les Québécois sont très très protectoralistes. Et du coup, c'est pareil quand tu vas dans les villes au Canada. Oui, il y a le double affichage. T'as les doubles et t'as aussi l'alphabet des populations indigènes locales. Enfin, tu sais, des populations, du coup, inuites, je suppose. Et tu vois des panneaux, il a écrit le nom de la ville en 3 fois et tout. Ok, d'accord. Ça va être pareil pour le cinéma, je pense. Du coup. Hein, donc, Kiko? Ouais, je suis en train de vérifier sur mon abonnement Shudder qu'est-ce qui se passe. Attends, je m'en occupe, t'inquiète, continue à animer le podcast. Dans les crédits du début. Mais donc voilà, donc un film qui était sorti il y a quelques années, donc dont on avait envie de parler. Donc pour ce faire, on a évidemment accueilli Splinter, Société nouvelle de distribution. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui est écrit en français au tout début des crédits de production. Mais justement, en fait, avant de parler de ce film en tant que tel, Corentin, il y a quand même un tout petit point Cocopédia à faire, puisque Random Acts of Violence, voilà, c'est un TPB en fait, donc de Justin Gray, Jimmy Palmiotti, et j'ai toujours pas cherché le nom de l'artiste italien. Ce sera un petit peu notre running gag. Il y a Paul Mounts qui fait des couleurs, ouais, ça je m'en souviens parce que c'est un anglophone, donc c'est facile. C'est ça, c'est que l'autre c'est un italien et les Italiens c'est insupportable Ben oui. Giancarlo Caracuzzo. Maquet, qui était la famille, qui a fait la bande dessinée avec ses mains, les crayons, et il a dessiné. C'est pour ça que t'as choisi Arnaud Kikou, t'avais peur qu'on oublie ton nom de famille? Non, je m'en fiche de mon nom de famille, je l'assume très bien. Alors du coup, le point, après c'est très très rapide. Je sais même pas chez qui c'est sorti, c'était chez Image, je crois, mais c'était parce qu'il y a Kickstart, mais il y a marqué ça, c'était leur boîte à eux, en fait. C'est une boîte qui a fondé Palmiotti, et qui est devenue après, depuis, Paperfilm. Ouais, c'est ça, Paperfilm. La boîte qu'il a avec Amanda Conner, son épouse. Jimmy Palmiotti, voilà, on connaît l'histoire. C'est au départ un encreur de l'industrie. Il débarque chez Marvel en 91. Il fera du Ghost Rider, il fera différents projets. Il va rencontrer Joe Quesada au début de cette génération-là, et ensemble ils vont monter une boîte qui s'appelle voilà. C'est quand tu prépares pas en fait, c'est ce qui se passe. T'as des trous ensuite. Awesome Comics, je crois. Non, ça c'est Rob Liefeld.
Voilà. Merci Arnaud Kikou de me J'entends seconder. réfléchir parce que je la connais. C'est justement celle-là Oui. qui allait chercher David Mack, où il y avait aussi, C'est il y ça avait qui plein après de a pris gens. les commandes de Marvel après la banqueroute. Et Bendis aussi, qui était passé par là. C'est pas Malibu, non? Non. Caliban? C'est Non. plus vieux encore. Je sais plus, bref, peu importe. En tout cas, ces deux mecs-là, à deux, Je vais te le effectivement, retrouver. vont créer une petite génération en rassemblant beaucoup de noms du marché indépendant, dont effectivement... Caliber? Non, toujours pas. Je vais tous te les faire. Non, Excalibur, c'est encore plus vieux, mais qu'est-ce que je voulais dire? Et après, effectivement, quand Marvel entrera en banqueroute, après avoir participé à l'inflation du prix des comics, en profitant du marché spéculatif, en augmentant le prix de ses variantes, en travaillant avec Image Comics pour beaucoup d'argent, pour ramener Rob Liefeld, faire un run sur les Avengers, je crois, Captain America, de triste mémoire, Marvel va se casser la gueule, simplement. Toy Biz va rentrer dans l'équation, donc Toy Biz qui était dirigé par... Event Comics. Event Comics, voilà. Qui était dirigé par Isaac Perlmutter. Et eux, en fait, vont décider de prendre Joe Quesada et Jimmy Palmiotti pour récupérer un peu les commandes. Et c'est là que va être ouvert le label Marvel Knights, sur lequel Palmiotti va aussi travailler. Et à côté de ça, lui, qui a des velléités un peu plus indé, on va dire, va s'associer avec un scénariste qui s'appelle Justin Gray pour former un partenariat qui durera une bonne quinzaine d'années, qu'on retrouvera beaucoup pendant les New 52 d'ailleurs, sur les séries comme Batwing ou All Star Western. Si vous aimez Jonah Hex, Palmiotti et Connor sont sûrement les deux plus grands scénaristes à avoir travaillé sur le Cowboy de DC Comics au cours de sa vie, parce qu'ils ont fait quasiment 15 ans, 10 ans de travail en commun ensemble, entre 2006 et 2014-2015. Et c'est vraiment de la très très grande BD en l'occurrence. Gray et Palmiotti en l'occurrence, parce que Ouais. connaît Palmiotti. Mais... Tout à fait, pardon. Donc effectivement, Palmiotti c'est aussi donc l'époux d'Amanda Conner, qui est l'une des plus grandes artistes, en tout cas l'une des plus identifiées féminines de l'industrie des comics. Ils ont fait The Pro ensemble avec Garcenis, l'histoire de la prostituée super-héroïne qui branle les mecs tellement vite qu'elle gagne beaucoup d'argent et tout. Il y a d'ailleurs un poster de The Pro dans Random Acts of Violence, le comics. Et voilà, effectivement, plein de créations originales jusqu'à aujourd'hui. Painkiller Jane, qui a été fait, je crois d'ailleurs, en film ou en série télé, qui est une flic qui, après un accident, ne sent plus la violence, donc ne sent plus l'effet de la douleur. Voilà. Il y a un truc qui s'appelle H aussi, où pareil, c'est un tueur à gages, je crois. Enfin, c'est très très bourrin. Ils font des BD de cul aussi aujourd'hui, parce que Connor, elle aime bien dessiner des nanas et des héros à poil, et donc il y a une sorte de vraie petite prod d'exploitation. Ils ont une boîte donc qui produit beaucoup sur Kickstarter, et en parallèle de tout ça, ils ont fait un roman graphique de 70 pages qui s'appelle Random Acts of Violence, avec l'ancêtre de Paper Film qui s'appelle donc Kickstart Comics chez Image pour la distribution et l'impression. Et ce comics-là, en fait, c'est l'histoire de deux personnes, un scénariste et un dessinateur, qui galèrent. Ils arrivent pas en fait à trouver de contrat d'édition, ils sont pas connus du tout, et un peu comme Kevin Eastman et Peter Laird quand ils ont créé Tortue Ninja, ils vont se lancer un peu tout seuls en auto-édition en créant un comics de slasher, et qui sera en fait un truc un peu à la Hannibal, où c'est un tueur en série qui aime bien esthétiser la façon dont il utilise les cadavres, donc il fait des œuvres d'art avec les corps de ses victimes. Et ils vont avoir une super idée en fait pour le lancement, qui sera imaginez vous-même une scène de meurtre, une scène de tuerie pour le prochain numéro, et si l'idée est assez originale, nous la dessinerons, nous la mettrons dans la fiction. Donc il y a un côté un peu tu vois, comme quand Robin avait été tué sur le vote du public et tout, ou les concours de costumes aussi qu'organise Marvel parfois, tu vois, voilà, c'est juste en l'occurrence un peu plus morbide. Il se trouve qu'en fait, eux n'ont pas prévu de faire ça parce que justement le scénariste a un peu un ego et il dit bah non, c'est moi qui décide de comment sont les scènes de violence, les scènes de meurtre, donc ça on va pas le faire. Et en fait le projet se lance et c'est un succès immédiat, au point qu'ils vont être appelés par un mec qui dirige un petit réseau de libraires dans le sud. Ils vont faire une petite tournée de dédicaces et réaliser en cours de route en fait que non seulement les gens effectivement ou quelqu'un a imaginé des scènes de meurtre pour le numéro suivant de Slasherman, mais en plus les meurtres que eux ont écrits sont en train de se réaliser dans la vraie vie. Et donc effectivement, là, en l'occurrence, c'est très différent du film, mais ça parle un petit peu de est-ce qu'on peut tout faire en fiction ? Est-ce que quand on fait une œuvre qui est volontairement qui pousse les codes plus loin, tu vois, si on fait un Serbian film en comics, est-ce qu'on risque pas en fait de se faire lire par des vrais tueurs en série qui eux vont trouver de l'inspiration là-dedans ou se sentir compris, représentés, donc ça parle de ce rapport-là à la violence. Est-ce que c'est les comics qui rendent violents ou plutôt les jeux vidéo, Yérim ? Hein ? Voilà. Il y a ce propos d'ailleurs parce qu'en fait il fait parler aussi des voix discordantes qui disent non mais attends, à une époque on disait que les jeux vidéo mettaient des flingues dans les mains des gamins, on sait que c'est pas vrai, etc.
Voilà, donc c'est une sorte de truc un peu. Il y avait eu un truc qui avait fait beaucoup de mal à ce débat, c'était un couple de tueurs en série américains, et en fait chez eux on avait retrouvé le bouquin American Psycho, et eux avaient reconnu qu'ils s'étaient inspirés vite fait de certains trucs. Donc ouais. Bah oui, mais même dans le jeu vidéo, t'avais un peu Manhunt aussi, tu sais, le jeu qui a été développé par Rockstar, je crois. Ouais, qui avait un peu, pareil, soulevé les mêmes polémiques, au point qu'il avait pas été édité dans certains pays. Bah parce qu'il était ultra violent. Après, c'était quoi? C'était encore l'Angleterre et l'Australie avec leur loi à la con, quoi. L'Allemagne aussi, non? Ou l'Allemagne, c'est très censuré en Allemagne. C'est eux qui ont souvent eu un historique quand même de censure de pas mal de jeux violents. À Manhunt, c'était un condamné à mort qui s'évadait qui tuait tout le monde, quoi, sur le truc, ouais. De toute façon, il y avait eu ce genre de, enfin, après, en France, ça a jamais été censuré, mais, il y avait eu un débat à la con autour de, quand t'avais eu un collégien ou un lycéen qui avait planté des gens, et il y avait eu un lien qui avait été fait avec Scream ou je sais pas quoi. Et il y avait eu ça. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'attaque au couteau avant Scream, en fait. Voilà, c'est pour ça. Je comprends. Et je crois qu'il y avait eu un débat à la con autour du tout premier GTA. Oui, les GTA. Je crois qu'il y avait eu genre des associations de parents. Bah, GTA 3, quand c'était passé à la 3D, c'était terrible. Il y avait un avocat qui s'était engagé dans une sorte de lutte un peu séculaire pour faire interdire Rockstar aux États-Unis. Ok. Et toute sa carrière, entre guillemets, électorale, parce que il a bien réussi, en tout cas. Les procureurs sont élus. GTA 6 n'est pas du tout attendu. Mais j'ai oublié son nom, mais il avait vraiment écrit l'anecdote est connue, mais un courrier à la mère des deux frères Hauser. Okay. En leur disant qu'en fait leurs enfants c'était les rejetons de Satan et qui voilà ils favorisaient l'incivilité, la débauche et compagnie. En plus dans GTA quand t'as pu avoir la scène de cul avec le hot coffee et compagnie, là ça a vraiment agité les masses. Après le jeu vidéo a toujours été victime de ça, le comics un peu moins quand même. Enfin après les années 50 bien sûr parce qu'on connaît nous on a une longue période de censure dans l'industrie. Il y a pas eu je pense beaucoup de BD depuis ici comics où on a dit c'est trop extrême, n'y allez pas. Bah oui et non, parce que regarde The Boys que DC refuse au final après 6 numéros parce que c'est trop pour eux. C'était un accord de principe. Plus le côté satirique qui les gênait, parce que The Boys satirique, mais le fait que c'était satire. Non mais il y a satire où les super-héros qui étaient parodiés étaient ouvertement des énormes dégueulasses, pervers sexuels et ultra violents. On est d'accord. C'était ça. Si ça avait été juste une satire, mais une satire gentille, parce que DC en a fait avec Hitman et mince, comment ça s'appelle? Mais Hitman, c'est beaucoup moins violent que The Boys. Oui, mais c'est pour ça. C'était leur problème, c'était la violence, c'était pas le fait que ce soit une satire. Par rapport à la série télévisée, c'est le niveau dessus. C'est viol, c'est coup de couteau dans le cœur. Typiquement, leur version originelle de Herogasm, c'est super chaud. Oui, il habite à Parente et tout. Ouais. Et puis t'as aussi quand Butcher venge son chien, spoiler alert, où là c'est une des exécutions les plus vraiment bestiales de la série à coups de couteau au ralenti et tout. Enfin, c'est très très dur. Puis même la mort de, du coup, qui n'est pas un spoiler pour la série parce que le personnage a pris un autre chemin, mais du coup Black Noir de la BD qui est un clone dégénéré de Homelander. Ouais, genre il lui arrache un bout de cervelle. Enfin, tu sais, c'est vraiment un truc. Oui. Mais tu vois, au global, je veux dire ça, c'est une maison d'édition qui n'assume pas. C'est pas le public, ou les censeurs, etc. Qui vont dire là c'est dangereux de faire lire ça à la limite t'aurais Red Room de Peace-Corps quand même qui est peut-être un petit peu moins un truc qui m'a vraiment choqué à titre personnel. Mais qui a pas qui a été publié tout à fait normalement. Non, en fait t'as pas vraiment de BD qui défraie la chronique. Ce qui est rigolo c'est que Palmiotti et Grays avaient fait pas sur la violence en fait en général, c'est plus sur le sexisme, des thématiques plus c'est ça. Sociétales maintenant, de racisme et de sexisme en fait, que les BD peuvent être incriminés. Tout à fait. Mais sur la violence maintenant, j'ai l'impression que bon. En même temps, on a été un peu loin en comics au niveau. On a eu Crost, j'ai envie de dire, maintenant qu'on a eu Crost et Red Room, est-ce qu'on peut aller encore plus loin, tu vois? Comment s'appelle cette BD? J'arrive pas à retenir le nom, à me souvenir du nom, mais dont l'auteur était mort. Il y a eu un crossover récemment avec Axlash, où Tim Seeley voulait lui rendre hommage. Body Bags de personne. Ouais. Ça, c'est une BD qui avait un peu choqué parce qu'en fait, le héros, littéralement le héros, bute un bébé dans le ventre d'une femme enceinte à coup de couteau. Mais vraiment, d'un coup sec. Et là, à l'époque, effectivement, les gens s'étaient dit, ok. En plus, sa fille de 13 ans est sexualisée, des nichons énormes. Bref, ça, c'était un autre sujet pour le coup, mais après, voilà, juste avant ça, Palmiotti et Grays avaient fait la BD, La colline à des yeux aussi. Donc, je pense qu'elle a dû servir un peu de matos d'inspiration et si on faisait un Scream dans le monde des comics, en fait. Parce que Scream, il y a aussi tout ce rapport à la fiction. Oui, bien sûr. Après Scream 1, Scream 1, déjà, un rapport à la fiction par rapport au vieux slasher. Mais dès Scream 2, en fait, c'est une réaction à Scream 1. Et ça va être la marque de franchise de la série, c'est que chaque Scream réagit au Scream précédent. Ouais. D'ailleurs, eux, pour le coup, mais ça, c'est vraiment le côté américano-américain, ils ont dû complètement retaper le script de Scream 2.
suite aux tueries, ça devait être Columbine à l'époque. Ah ouais? Parce qu'en fait, dans le truc originel, t'avais Stu de Scream 1 qui donc n'était pas mort et qui pilotait entre guillemets depuis sa prison des disciples tueurs, quoi, tu vois. Et en fait, il y avait genre 4-5 tueurs. Sauf que vu que c'était sur un campus, après ça faisait beaucoup trop écho ouais, je peux comprendre. Voilà, et du coup ils ont vraiment dû réécrire à peu près tout, quoi. Après, encore une fois, si ça existe dans la vraie vie, c'est pas la fiction qui va... Bah ouais. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais grosso modo, le comics, il est pas mal. Alors après, on pourra peut-être la faire la liste des différences. Mais tout ce qu'il y a, tu vois, par exemple, à la fin, toi qui l'as pas lu, tout ce qu'il y a à la fin avec le rapport personnel entre le héros et le tueur, ça n'existe pas. Ah d'accord, c'est vraiment rien à voir. C'est vraiment juste deux crétins, l'auteur de comics, qui se sont fait un kiff à créer la BD le plus excessif possible. Okay. Ils ont inspiré un vrai tueur, okay. qui est un grand fan de leur travail, entre guillemets. Alors après, par contre, ils se créent un rapport personnel dans le fait que le tueur veut les aider à trouver l'inspi pour boucler leur truc. Il y a des dialogues très méta. C'est qu'en fait, l'idée du concours, en fait, c'est de écrivez votre scène de mort. En fait, finalement, elle est quand même publiée dans un numéro qui sort en avance. Sauf qu'il y a une faute de frappe dans le texte et qu'en fait, c'est au lieu de écrivez Slasherman, c'est soyez Slasherman et le meurtre le plus horrible sera publié. Donc en fait, le type veut faire les meurtres les plus atroces pour apparaître dans la BD. Donc c'est voilà. Même il y a après, on va peut-être pas spoiler la fin du comics, ceci étant, je crois que c'est pas qu'il soit dispo en France, mais. J'ai pas l'impression qu'il était publié, En fait, il y a un rapport ultra méta, En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est une BD vraiment où tu suis l'ascension de deux petits cons qui ont fait un comics, quoi. Donc, pour nous qui sommes fans de BD, t'as aussi ce côté, tu vas suivre deux mecs qui font un circuit de convention, qui vont rencontrer leurs fans. C'est plein de private jokes, donc des vraies anecdotes de la vraie vie. Avec les rencontres avec les fans gênants. Voilà, où ils expliquent que Mark Waid avait été pas séquestré, mais, entre guillemets, Mark Waid, donc il y a un très très grand nom des comics pour ceux qui voient pas. Quand il était en convention au milieu de nulle part, il avait été invité en fait par des gens qui faisaient une convention. Quand il arrive, il y a personne en fait. Il y a une table dans un village pourri où il peut pas se barrer. Il a pas de réseau à l'époque entre guillemets, donc il est enfermé avec eux. Et lui, il dit rien pendant tout le truc, de peur de se faire tuer ou quoi, tu vois. Et à la fin, quand enfin il peut finalement prendre l'avion pour partir, là il leur dit les gars, je pourrais tellement porter plainte et vous envoyer en cabane et tout. Et du coup ça t'explique qu'effectivement le monde des comics, comme il est tout petit par rapport au cinéma, à la série télé, tu te travailles pas avec une sécurité, personne sait où tu vas, etc. Et donc probablement qu'il y a plein d'auteurs ou d'artistes qui ont aussi vécu des moments un peu comme ça ou reçu des lettres de fans un peu bizarres. En l'occurrence voilà, ça fait une petite BD sympa, vraiment un scream pour les fans de comics. Et après effectivement Baruchel qui donc pas forcément pédia mais qui est un acteur canadien assez connu, qui a fait pas mal de rôles dans entre guillemets des films sérieux comme $1 Million Baby, qui a fait aussi des films ou même The Machin of Strangers, The Comfort of Strangers, je sais plus, peu importe, et qui a fait aussi beaucoup de comédies donc avec Jonah Hill et Seth Rogen, parce qu'ils sont un peu de la même bande en fait d'acteurs canadiens de la même génération. D'où effectivement dans This Is the End, où ils jouent leur propre rôle et du coup c'est sur leur amitié brisée ultra caricaturale parce que t'as Seth Rogen qui est genre le mec qui a vraiment percé aux US et qui du coup ne calcule plus du tout les vouchers et tout mais sinon je pense que le grand public l'a forcément vu dans Tonnerre sous les Tropiques, Tropic Thunder. Tout à fait. Il y avait aussi Encloque mode d'emploi, un film de Judd Apatow. C'est parti de la bande de potes. En fait, c'est un film dans lequel Seth Rogen va coucher avec, je sais plus quelle était l'actrice. C'est pas genre Catherine Hegel? Si, tout à fait, Catherine Hegel. Il la met enceinte et en fait, lui, c'est un loser, grosso modo. Oui, c'est ça. Qui a un projet c'est un éternel post-ado. Enfin, il est pas du tout prêt pour être gros fumeur de bédo. D'ailleurs, c'est le fils de Harold Ramis des Ghostbusters dans le film à ce moment-là. Il y a une scène trop géniale où ils sont père et fils ensemble et ils ont mis une frisée à Harold Ramis pour faire l'air de la famille. Et donc, en fait, dans ce film-là, lui et ses potes ont pour projet de monter un site web qui référence les scènes de nichons dans les films. Oui, je me rappelle, c'est vrai que c'est là. Et du coup, et en plus, après, ça se concrétise pour de vrai. T'as Catherine Hegel qui l'aide et tout, machin, à répertorier des trucs. C'était la bonne époque des comédies à la con de Judd Apatow, des années 2000. Et après, donc voilà, surtout son rôle qu'il a le plus fait connaître, évidemment, c'est Man Seeking Woman. Super série télé, donc j'expliquais à Arnaud, qui en fait, adapte des concepts abstraits au premier degré. C'est-à-dire que c'est une comédie romantique dans laquelle tout ce qui est une expression va devenir concret. Par exemple, il y a un épisode qui est assez connu où ils doivent aller à un mariage avec sa nouvelle meuf et en fait il dit ça va être l'enfer et tout, et quand ils arrivent c'est l'enfer et en fait les démons torturent pas les gens en les poignardant etc en leur faisant la conversation. Du coup tu veux te barrer de la conversation et tu vois le démon qui est en mode je te fais chier avec mes anecdotes pourries et tout.
Super série sur FX, je crois qu'elle est dispo sur Disney+, si ça vous intéresse. Et après, effectivement, donc il s'est mis à la mise en scène avec le film Goon. Goon 2. Goon 2. Voilà. Il avait scénarisé le 1 et il est passé à la réal pour le 2, ouais. Ouais, avec son pote scénariste Jesse quelque chose. Ils l'ont fait ensemble les deux projets. Et effectivement, nous, alors après, on avait découvert sur le site l'annonce d'adaptation de Random Acts of Violence. On s'est dit, tiens, curieux. Ça peut faire un petit scream un peu sympa. En plus, Rochelle, il a de l'humour. C'est un fan de comics. C'est un peu un profil à la Elijah Wood aujourd'hui. C'est-à-dire que il a pas de problème d'argent, donc il peut se permettre de financer, de produire ou d'apparaître dans les trucs qui lui font envie. On couvre la promo du film, les projections à SXSW, là, South by Southwest. Ouais. Et après, il disparaît. Okay. C'est exactement comme pour d'ailleurs c'est de là que c'est parti de l'idée de ce podcast. C'est comme pour Toxic Avenger ou Red Sonja ou tous ces petits films là en fait où on entend parler pendant un moment donné, ils passent en sous-marin et après tu te dis mais ils sont sortis ou comment ça se passe et tout. Donc finalement effectivement il est sorti. À l'époque on avait oublié de le couvrir et au dernier podcast qu'on a enregistré ou l'avant-dernier on avait fini sur une anecdote un peu pourrie autour de Vendredi 13 et de Jason à New York. Et j'avais dit, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce film-là qui est sorti, on n'en a jamais parlé. Allez, faisons un podcast dessus. Alors, c'est un tout petit film de 1h20 que personne ne va jamais voir, mais on est là pour ça. C'est ça, et j'ai envie de dire même que est-ce qu'on se risquerait à poster un lien Swiss Transfer sur notre Discord pour que les gens puissent regarder le film quand même, tu vois. Après, si les droits n'ont pas été déposés en France, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment du piratage? C'est du fair use. C'est ça. En fait, c'est simplement pour pouvoir écouter. Envoyez-moi un DM sur Blue Sky, je vous fais un petit WeTransfer. Voilà, c'est ça. On discute. On fait croquer la famille. Donc, merci Corentin pour cette présentation. Prod essentiellement canadienne, en l'occurrence, quasiment le casting est presque fait que de Canadiens. C'est petite production, vraiment film de festival. Il s'appelle ni Terrence ni Philippe, les mecs. Par contre, c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Dis Terrence, oui Philippe. Est-ce que je fais un truc dans mon cul? Pardon. Reprends la main, vite. T'as vu comment la South Park quand même a modifié notre conception du Canada, notre rapport au Québec, notre rapport aux Canadiens au Québec, quoi. Ma frangine habite là-bas, elle m'a dit qu'ils avaient pas la gueule carrée, c'est pas vrai. Ah merde, bon ouais, je suis un peu déçu. On nous a donc menti. Et Saddam Hussein n'est pas non plus président par intérim. C'est bien dommage. Mais donc donc Yérim, je vais me tourner vers toi simplement pour que tu nous dises un peu toi ce que tu as pensé de ce film en tant que profane, puisque tu n'avais pas du tout. T'avais pas lu la BD, énorme inculte que tu es, quoi. Donc on t'a invité en fait pour que les gens puissent mettre à s'identifier en fait, voilà, à un gros naze comme ça qui lit pas de comics, voilà, une grosse merde là qui. Un mec qui rêve de tuer des gens dans la vraie vie aussi. Très certainement, c'est sûrement Yérim aussi. Non mais bref, vas-y, dis-nous. Notre Omar Little à nous. Dis-nous ce que tu en as pensé. En fait, moi j'ai pas vraiment aimé. Je me suis vachement emmerdé en fait pendant le film. Attends, j'allais chercher quelqu'un d'autre du coup. Parce que... je sais pas en fait. Je trouve que le rythme est pas le bon pour un slasher. C'est-à-dire qu'en fait t'as grossièrement 4 persos principaux et ils sont pas assez pour que t'aies un rythme de meurtre qui se tienne même sur 1h20 parce qu'effectivement c'est un film très court et tout, mais on va dire l'action commence réellement genre au bout de 20 minutes à peu près, mais ouais, vu qu'ils sont que 4 en fait, t'as le meurtre d'une meuf qui arrive peut-être à mi-film et après t'as l'impression que ça va s'accélérer à un moment. En fait, non, c'est juste une feinte. T'as du coup le personnage de Jay Baruchel qui meurt comme une merde, mais dans un accident de bagnole. Après, du coup, il en reste que 2. Et c'est... Ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça naze. C'est-à-dire que en fait, ça m'a rappelé un peu... Déjà, ça m'a rappelé que, outre Fast and Furious, comment elle s'appelle? Cathy Brewster? Joanna Brewster. Mais oui, c'est vrai. Je l'avais vu dans Massacre à la tronçonneuse. C'est la femme de Paul Walker dans... Oui, c'est ça. Putain, un truc de fou, j'avais oublié. Et
Et en fait, mais je viens de dire, mais oui, en micro. Je l'avais vu dans Massacre à la tronçonneuse, le prequel, je crois. Le commencement, il s'appelait comme ça. Ah, celui de Julien Maury et Alexandre Bustillo? Non. Enfin, je crois pas. Bah si, il me semble. Bah, non, peut-être. Je sais plus, bah très bien, ok, c'est classe. Beginning. Mais et pour le coup, enfin qui était un film d'exploitation un peu naze et tout, mais qui au moins avait la politesse d'être un peu rigolo. Là, effectivement, je pense que c'est ça aussi mon problème, c'est que Jay Baruchel, en fait, c'est effectivement un gars qui maîtrise l'humour, et là, ça se voit qu'il s'est dit non, je fais un vrai film d'horreur et tout. Ah non, effectivement, non, pardon. C'est Jonathan Liebesman. Ouais. Je sais plus lequel. Non, mais Maury et Bustillo, ils en ont fait un, mais je sais plus. C'est arrivé plus tard. C'était après, peut-être, ouais, je sais plus, ouais. Ah, mais oui, c'était Leatherface. C'était l'autre préquel. C'était l'autre préquel, c'est pour ça. Pardon. Quelle franchise vérolée, quand même, hein, vraiment. Ah non, c'est incroyable. Génial, cette franchise. T'as un bon film, mais tout le reste. Non, il n'y en a pas qu'un, non. Mais t'as un vrai bon film. Après, t'as les films. Bah, disons bien que pour toi, t'as un classique, quoi. Non, mais t'as un classique le premier, mais t'en as d'autres qui sont pas mal. Mais bref, après, oui, c'est du bourrinage, quoi, comme saga, mais, la suite, sortie sur Netflix, genre, elle est horrible, enfin. Moi, j'ai bien aimé. Leatherface, c'est de Netflix, du coup, celui qui avait été récupéré, qui était pas. En 2017, ouais. Qui était horrible, celui-là. Non, il était cool, justement. Non, il était vraiment pas bien. Non. Il était affreux, Arnaud. Non. Même il était pas si gore que ça dans mon souvenir. Si, t'avais la scène du bus où pour le coup, non, mais ça c'est le dernier. Moi, je parle de celui-là. Oui. Non, mais lui il parle de l'autre, il parle de Leatherface, donc le truc d'origine de qui a été produit hors licence, je crois, parce qu'il y a eu procès avec les ayants droit. Bref, je sais plus, ouais, bref, c'est un trop long tunnel. Reviens sur la route, Yann. En fait, alors déjà, je trouve que le tueur, il a vraiment aucun charisme. C'est vraiment pas dingue. Le truc avec le masque de protection, parce que c'est un mec qui bosse au chalumeau ou je sais pas quoi. Bon, c'est pareil, c'est un truc que t'as déjà vu et revu. Enfin, quand tu vois sa gueule. Dans Red is Dead. Oui, en de plus, La Cité de la Peur. C'est vrai. Et ouais, mon gars. Meurs, pourriture communiste. Attention, chérie, ça va couper. Combien? Je peux m'énerver. Quoi? Combien? C'était chez Kikario en plus. Oui, c'est vrai, putain, REP. Rest in peace, ouais. Ça, c'est une vraie carrière, ça. Mais donc non, enfin moi j'ai pas passé un moment désagréable, mais j'ai trouvé ça très chiant en fait. En plus, les scènes d'exécution sont, enfin, tu sais, pour un slasher, généralement dans les codes, même si c'est censé être un méta slasher, en fait. Oui, bien sûr. À la fin, ça te dit que non. Tu vois, moi, c'est un reproche que j'ai au film, c'est qu'en fait, à la fin, tu te dis non, en fait, ça va pas être un méta slasher à la Scream, ça va être un slasher avec une vraie intrigue arquée. Et tu te dis, ben, dans ce cas-là, enfin, en plus, quand t'as l'esthétique comics à revendiquer, tu pourrais te faire un peu plus kiffer au niveau des exécutions. Au niveau graphique et tout, ouais. Tu parlais de la meuf qui se faisait tuer dans le groupe des 4. Ouais, c'est très faible, quoi, je veux dire. Même Ryan Murphy dans American Horror Story, la saison du slasher, il se faisait plus plaisir que ça, tu vois. Ouais. Alors que c'était pas en plus très mirobolant cette saison, mais encore un autre tunnel. Mais donc après bon, t'as des meurtres sur le côté, quoi, tu vois, parce que t'as notamment une famille qui se fait tuer et tout, mais c'est pareil en fait, c'est filmé pas de leur point de vue à eux, c'est filmé du point de vue des héros qui sont dans la voiture qui est juste derrière, donc en fait moi je me suis pas mal emmerdé et la fin je l'ai trouvé vraiment minable, quoi. C'est-à-dire que le truc du coup minable. Ouais, parce qu'en fait c'est surtout que de ce que je capte de ce que vous dites des comics, c'est que c'est quand même très peu exploité dans le film, du coup ce rapport entre pas du tout. Le tueur qui s'inspire et tout machin, et c'est pareil, le système du flashback de l'auteur qui était gamin, etc. Tu dis bon, je sais pas, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Enfin, moi ça m'a pas, mais j'ai pas compris pas passionné, ça. En plus, d'après ce que vous dites, ça c'est un ajout total du film. Complètement. Et je vois pas ce que ça apporte. Enfin, moi j'aurais vraiment préféré qu'il aille dans ce que vous disiez précédemment sur le côté vraiment full méta, où t'as jaquette. J'allais faire, ouais. Personne n'a entendu, du coup, mais. Parce que Corentin a dit Full Metal Alchemist et j'allais faire la même. Voilà. Et là, non, là, c'est juste un gars qui, en fait, est tombé par hasard sur ce gamin, qui ensuite a vu que le gamin l'avait dessiné, et il s'est tapé un trip tout seul là-dessus. Après, le gamin traumate devient un auteur, et c'est tout. Bah non, parce que le gamin, il peut pas devenir l'auteur. Bah si.
Voilà, t'as pas compris le film, toi. Mais le gamin, il est noir. Eh ben, le héros, il est noir aussi. Hein? Après, oui, non, après, c'est un ratage. C'est un énorme light skin, mais C'est un ratage parce qu'effectivement, le gamin est noir foncé et le Bah héros oui. est juste, il fait typer métis, quoi. Écoute, Ah, le c'est gamin, c'est l'auteur. pas beaucoup de censé soleil être au l'auteur. Canada, et voilà, tu blanchis à cause de la neige, c'est comme ça. Mais ça il est arrive. blanc comme moi. Non, il est pas blanc comme toi, il est un peu plus foncé que toi. Mais non, mais après, c'est un ratage. Non, mais on est d'accord Parce qu'ils ont loupé le truc, alors. ils auraient dû Ils ont prendre un loupé le gamin truc. qui fait typer métis ou Bah light oui, skin. d'accord. Là, mais- le gamin, il a les cheveux Mais c'est pour crépus, le il est noir twist. foncé. C'est pour le twist. Et après, tu te dis, ouais, mais si c'est ça, c'est de la triche à la con. C'est-à-dire, tu fais, ah, d'accord. Ah, c'était toi depuis le début. Bon. Qu'est-ce que je m'en fous? Le motif En du plus, c'est tueur, très, c'est très pédant comme mise en scène, je trouve, parce que vraiment, genre, Ah ouais. pour le ouais. twist, mais la caméra, elle traînasse. T'as la musique, tu sais, genre, putain, Ouais. tu dis, mais, bah, c'est con. Enfin, pour moi, justement, ça tout le propos du film. Parce que le film, il a quand même un côté, il a des dialogues qui sont intéressants. Au départ, tu te dis, bah, l'auteur, en fait, effectivement, parce que là, contrairement à la BD, il s'inspire d'une vraie histoire. tuerie. Voilà, d'un vrai truc, d'un vrai massacre, façon Entre John Wayne 87 Gacy et tout. 91. Voilà, et donc il fait sa tournée à l'endroit où en fait ont eu lieu les meurtres en question. Et donc t'as un petit podcasteur du coin qui est très très énervé, qui clairement et c'est Élise Lucet du sud quoi. Où le mec il te dit mais t'as pas honte quand même d'exploiter la mort de ces gens-là, espèce de gros bâtards et tout. Et en fait tu vois clairement que lui ça le travaille, tu vois, l'auteur il dit mais c'est vrai en fait je suis un peu un enfoiré. Non, il a le côté tourmenté et tout. Et ça, tu vois, c'est un propos qui est pas déconnant parce qu'il y a toujours ce débat, en fait. Quand c'est un fait de société, est-ce que tu peux le reprendre pour en faire de l'art ou est-ce que tu dois respecter la mémoire des... En fait, ça a rien à voir parce que c'est pas un truc de tuerie, mais quand la série Pam and Tommy était sortie, tu vois, par exemple, avec, d'ailleurs, avec Rogan aussi qui jouait dedans, t'avais tout ce côté, en même temps, c'est un fait de société pour les années 90, là, c'est celle de Pamela Anderson. Ouais. Donc, ça fait partie du dialogue public, on peut l'utiliser pour en faire un truc. Et en même temps, elle est encore en vie, elle. Ouais, Elle a bien pas donné sûr. son accord. Ouais. Et donc elle dit mais c'est ma vie privée que vous exploitez là, tu vois. Et moi je trouvais ça marrant qu'il y ait ce discours-là dans le film, alors qu'à la fin en fait non, bah le gars il fait littéralement partie de l'histoire. Bah oui. Donc du coup ça annule tout ce débat-là en fait. Tu dis bah non c'est son histoire à lui qu'il a recomposé c'est ça. par traumatisme et tout, et ça invalide complètement le. Puis d'ailleurs, ça donne un mobile à la con, je trouve, à ce tueur, parce que du coup, on peut spoiler. Enfin. Oui, là, j'ai pas noté de partie spoiler ou partie sans Parce que spoiler. bah, hein, du coup, ça- le mec voulait enfin, le mec, sans qu'on sache bien pourquoi, est au courant de la panne d'inspi de l'auteur. Bah, il est au courant parce que le dernier numéro est pas sorti. hein. Ouais, Donc, il attend, mais il du coup, est- enfin, le mec a extrapolé comme un ouf. Un truc qui effectivement est réel, c'est que ce mec a une vraie panne d'inspiration et tout. Mm. Et donc pour lui donner un boost niveau inspi, il se remet à tuer parce que lui il lui explique bien à la fin. Il dit ouais, en gros vu que je m'incarnais dans tes comics, je ne ressentais plus le besoin ça, de tuer et tout. Et là vu que t'es en panne d'inspi, j'ai ressenti à nouveau le besoin de tuer pour t'inspirer mon gars. Et maintenant j'ai envie que tu me tues. Et là tu fais waouh, Mais moi, je trouve que c'est pas le truc. Enfin, moi, j'aime bien en fait. Parce que c'est vraiment ce côté, c'est vraiment le truc, l'art imite la vie, qui imite l'art, qui imite la vie. En fait, que tout s'auto-inspire, ça fait une forme de boucle. Et, enfin, je trouve pas que ce soit la chose la plus ratée du film en l'occurrence, parce que ça se tient en fait. De se dire qu'au final, tout est intrinsèquement lié, c'est-à-dire que des faits divers inspirent des œuvres, qui inspirent d'autres faits divers, qui inspirent d'autres œuvres. Donc c'est pas c'est pas idiot du tout. Mais c'est après bon, je pense aussi que ce qui m'a bloqué, c'est que je trouve que le mec principal joue extrêmement mal. Oui, bah d'autant plus qu'il ressemble pas à sa version au fond du tout. Quoi. Enfin, non, mais vraiment, je pense que je serais pas le seul. Je suis peut-être. Non, mais je me suis posé la question aussi parce que je crois que l'acteur je l'avais déjà Moi, je suis vu pas dans un truc. Je suis pas de Piaf stigmate, tu vois. Mais clairement Mais, non, il a un white passing. Mais là, je regarde de nouveau là sa tête et la tête du gamin. Vraiment, il y a une erreur. Oui, enfin, Non, mais ce ne sont pas les mêmes. Super mal fait. Enfin, Il y a- C'est un tismé. Mais je veux dire, non, mais je veux dire que là, il y a un directeur de casting ou une directrice de casting qui doit se faire virer parce que c'est pas possible. Mais peut-être que c'est. Tu sais, ils ont tous tourné le truc en disant ouais, non, vas-y, ça passe et tout. Genre, Peut-être ils que ont c'est mis fait les deux exprès, acteurs c'est comme il a les cheveux, c'est pour amorcer le twist justement. C'est que tu dis Ouais, mais mais non, du coup, ça c'est peut de pas la être vraie, lui, c'est mais de il a la une triche tête. Ah oui, c'est de absolue la de triche, prendre ouais. de prendre un gamin qui ne lui ressemble pas. à En ce plus, point-là, ils quoi, lui tu ont vois. mis des lentilles au gamin pour qu'il ait les yeux bleus comme lui. Oui, En fait, oui, oui. en mode, ah. Oui, mais il a pas du tout la couleur de peau. Vraiment, c'est Ah non, vraiment non, pas mais le même ça ton. marche pas. Les cheveux, ça marche pas non plus du tout. Enfin, Je crois que le gamin, en plus, dans les flashbacks précédents, il avait pas ces yeux clairs là en fait. Et que ses yeux un peu C'est à la toute s'activent, fin voilà, que oui, s'activent quand tu comprends que. Oui, c'est la oh, vraie triche. Pour le Tu coup. vois, ouais, bah oui. Mais Trop bizarre, mais ouais. je pense que moi c'est ça, c'est que l'acteur principal, je trouve, ouais, il joue quand même assez mal.
Vraiment quand il fait les gros yeux, enfin c'est insupportable quoi. T'es là, tu te dis ouais, c'est vraiment. Tu sais, t'as l'impression que c'est ce genre le sketch des Robins des Bois, tu vois, genre être acteur c'est pas facile quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'as vraiment le moment où genre il est un peu halluciné parce qu'il vient de perdre sa meuf et tout machin. Et là, vraiment, t'as ce truc d'intensité dans le regard qui ne marche pas du tout. Mais je trouve que Joanna Brewster le bouffe à chaque scène en plus. Pourtant, c'est pas une actrice de très grande qualité, on va dire. Elle a pas fait beaucoup de bons films et tout. Mais je trouve que, tu vois, elle a l'air d'y croire à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et lui, en échange, on dirait que c'est une coquille vide, quoi. Ah, il lui renvoie rien. Ouais. Franchement. Pareil, un truc qui est intéressant dans le film, c'est le moment où elle lui dit, la raison pour laquelle t'arrives pas à trouver ta fin, c'est qu'en fait t'as pas de propos, t'as pas de discours, t'es juste un pervers qui fétichise la violence envers les femmes, qui juste qui en a rien à foutre des victimes. Voilà, t'es juste sur le gore, tu t'en fous, t'es juste pour le splash en fait. Ouais. Et cette scène-là justement, elle est bien écrite et tout, mais lui en face, tu sens que même pas il a même pas du père, il est juste en mode yeux écarquillés. Ouais, il lui renvoie pas grand-chose. Ouais. Et je pense en fait j'aurais préféré la déprime dans les yeux d'Yeri. Non, parce que le truc c'est que quand j'ai cherché le film, donc je commence à voir certaines critiques, mais c'est pour ça que je t'ai dit ouais, mais ça a l'air nul à chier et tout, parce que genre c'est le truc sur Rotten Tomatoes, genre il est à 40%, enfin c'est assez minable et tout, et en plus avec le consensus critique et spectateur, c'est-à-dire vraiment t'as le truc où vraiment il a pas convaincu grand monde et tout. Ouais, mais tu sais bien parce que c'est Rotten Tomatoes, s'il y a jamais eu une vague de review bombing, je pense parce que pourquoi il y aurait eu ça sur ce film? Bah pourquoi pas. Ouais, non mais là je pense surtout. Moi c'est ma théorie du complot. Mais donc après il s'adresse à une niche de gens très particuliers parce que c'est dispo sur Shudder. Et on n'est pas si différents, ok. On a le droit d'être considéré. Trop souffert. Mais tu vois, sur Shudder, c'est des esthètes un peu du cinéma d'horreur qui justement espéreraient peut-être un truc très différent de ce que le résultat propose au final. Ouais, parce que pour le coup c'est enfin le matériau d'origine a l'air plutôt intéressant. Effectivement, le principe de base de faire un Scream des comics, tu te dis bah oui, pourquoi pas, tu vois, c'est une proposition assez originale et tout, mais qui donne un film qui l'est pas du tout quoi. Parce que effectivement, même l'aspect comics, à part dans le générique en fait si t'as des scènes un peu en motion animation bizarre là, des vidéos des CGI de GameCube en cel shading quoi. De jeux flash quoi. Ça, moi je trouve ça quand même curieux parce que elles sont assez moches. C'est une adaptation de comics. Ouais. Et en plus Jay Baruchel c'est un authentique geek, tu vois, donc je pense qu'il aime sincèrement le matériau d'origine. Pourquoi tu fais pas justement du vrai motion? Pourquoi tu fais pas juste des cases que tu filmes c'est une BD, tu vois. Tu peux avoir l'artiste, il coûte pas très cher, je pense. Pour faire ces séquences-là en storyboard entre guillemets, et tu mets une musique qui donne une impression de mouvement et tout. Même le comics lui-même, c'est même pas l'artiste de la BD qui l'a dessiné. Ah d'accord, c'est pas. Non, mais tu vois, la BD elle est bien dessinée. Ouais, parce que la BD de là, elle est moche. Voilà. Bah ouais. C'est dégueulasse. Franchement, on dirait que c'est fait sur Paint quoi. Ouais. Le moment où on voit quand il tue justement le meurtre qui sert de référence à la tuerie de l'assistante. L'assistante qui en plus tu vois, elle sait dessiner. Donc tu te demandes, ils ont pris un mec ou une meuf qui savait dessiner pour les scènes où elle dessine. Pourquoi ils sont pas pris cette personne-là parce que les planches du comics en question. C'est la caricature de ce que quelqu'un imagine quand il pense à un comics, tu vois. C'est comics d'horreur. Non, mais c'est vrai que l'analogie, ça a été fait sous Paint, elle est valide, quoi. Même le triptyque, là, mais qui va être inspiré par un truc pareil? Je veux dire, regardez Cross, les gars, si vous voulez voir des trucs. Non, après, le triptyque, il est cool. Non, mais au niveau graphique. Ouais. Les planches du triptyque, elles sont pas terribles. Non, les planches, elles sont pas ouf. Tu vois, au niveau des dessins, tu t'arrêtes pas dessus, quoi. Non, mais le concept est sympa. Le concept est sympa. Enfin, sympa. Voilà. Que fan de tuerie. Pour les gens bizarres comme moi, c'est plutôt sympa. Après, le problème, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, je parlais de la série Hannibal aidez-moi. Ah, putain, personne. Brian Fuller. Merci, Brian Fuller. Voilà, et pourtant, c'est un budget de série. Bon, tu me diras, il y aura beaucoup d'argent pour ce film, mais les tueries dans Hannibal, il y a vraiment une le côté esthétisé à mort, voilà, ouais, qui est bien quand sûr. même d'un autre niveau. Que là, pareil, c'est un peu con de dire, ok, c'est un tueur qui va esthétiser tout, quand après, il bute les gens au flingue, quoi. Ah ouais, non, franchement. Ça, moi, ça me choque. Les slashers où le mec a un flingue, non. Le meurtre de la famille en voiture, c'est. Oui, ça n'a rien fait blard. Et puis après, c'est distance de bagnole et tout. Mais c'est pour économiser de l'effet de gerbe. Oui, c'est vrai qu'après, ça doit être un micro-budget. En fait, les trois quarts tous les meurtres en tant que tels sont hors champ. Ouais, pratiquement. En fait, l'assistante hors champ.
la famille, en fait, tu vois juste un des mecs se faire planter dans la bagnole. Enfin, pas la famille Hogan, hein, mais le groupe au début qui sort de triptyque. Oui. T'en vois un qui se fait effectivement planter vraiment violemment, mais les autres, tu vois jamais le découpage et tout ça. C'est un peu le plus réussi, en plus, celui avec le groupe de jeunes, le van et tout. Ouais. Bah, qui fait très, pour le coup, vrai slasher. Et la copine du héros, bah pareil, c'est du hors-champ, quoi. Ceci étant, même là, tu vois, t'as des espèces d'effets de flex, tu vois, comme la camionnette, du tueur, qui s'arrête devant eux, qui leur fait un effet de stroboscope au phare. Tu dis, bon, pourquoi? Et après, tu sais, lui, il sort, il a l'air d'hésiter un peu. En mode, ah non, faut pas que il y a un truc étrange. Et après, finalement, il les tue, tu te dis, bah, moi, ça collerait plus avec l'idée que c'est un mec qui s'inspire du comics et qui, du coup, au moment de les tuer, doute. Alors qu'à la fin, quand tu le vois, en fait, sans son masque et tout, il y a pas de raison qu'il doute, tu vois. En vrai, c'est un tueur, quoi. Ouais, lui, il est convaincu de son truc. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans la BD, à la fin, les héros finissent par zigouiller le vrai tueur avec une règle de dessin. Enfin, une règle de dessin, c'est la règle avec le en forme de croix, là, un peu. Et avec une figurine de leur propre BD, tu vois. Quand ils plantent dans l'œil et tout. Du coup, il y a aussi un côté un peu, c'est avec l'arc, on va bousiller notre personnage à nous et tout. Et ça finit, ça finit par une sorte de post-générique où quand ils ont tué, en fait, le mec qui s'inspirait de leur crime en comics, ça se termine par un autre mec dans vraiment le fin fond du Texas ou quoi. Lui aussi. Voilà, qui sort d'une grange où, en fait, on voit qu'il y a des corps qui sont pendus par le haut. Il dit rien, il va au comic shop, il demande est-ce que le nouveau numéro est sorti, tu vois. Est-ce que le concours est toujours en cours? C'est ça. Est-ce que tu penses que ça vaut encore la peine de participer? L'autre lui fait ouais, je pense que tu peux. Mais du coup, voilà, c'est ce propos-là, effectivement, il a été complètement perdu avec cette idée de lier l'auteur au meurtre. Et on perd complètement le côté méta du machin, quoi. J'ai pas trop compris comment justement Baruchel a pu accoucher d'une histoire pareille alors que le script de base se tenait très bien, en fait. Bah, d'après ce que vous dites, ouais. Puis surtout, c'était plus intéressant, quoi. Parce que là, d'ailleurs, oui, quand tu parles des meurtres au flingue, du coup, qui ont aucun panache pour un slasher et tout, c'est pareil. Genre, par exemple, la mort de Jay Baruchel, genre, ouais. C'est pareil, c'est lamentable, quoi. Enfin. En plus, c'est son film. Ouais, non, mais vraiment. Déjà, lui, il se met méga en retrait. Genre, il a aucune réplique. Il est pas drôle. Il est même pas, normalement, c'est le scénariste et le dessinateur, les deux héros. Hein. Oui. Ezra, c'est le scénariste de la BD. Là, c'est l'éditeur, en plus. Oui, là, il a juste, c'est le pote du mec, mais il a une relation business, quoi. C'est pas du tout un artiste, dans cette version-là. En plus, lui, physiquement, il fait plus auteur de comics que son pote, hein. Mais moi, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, alors, je comprends parce que dans les trucs que lui, il écrit, en fait, il se met jamais en avant. C'est-à-dire qu'effectivement, il a par exemple, il a un tout petit rôle secondaire dans Goon. C'est le pote du héros, mais qui apparaît très peu et tout. Donc, ok, ça je capte, mais là, pour moi, c'est presque, ça devient presque un miscast parce que tu dis, mais en fait, le film aurait été mieux si c'était toi le héros, hein, et que l'autre, ce serait son pote ou je sais pas quoi, tu vois. Ce qui nous confond dans l'idée que le directeur de casting est pas bon, quoi. A priori, c'est lui aussi, quoi. C'est lui, hein. Je sais pas. Attends, même dans l'écriture, c'est quand il s'écrit le truc. Il y a 4 fois son nom au générique. Film by Jay Baruchel, écrit par Jay Baruchel, réalisé par Jay Baruchel. Limite, il a amené le café sur le tournage pour tout le monde, tu vois. Enfin, c'est... Donc, non, franchement, en vous écoutant, je me dis qu'en plus d'être un mauvais film, c'est un peu un gâchis parce que t'avais apparemment de quoi faire une meilleure story, quoi. Donc un peu dommage. Et en plus, même en tant que slasher pur et dur, c'est quand même assez décevant aussi. Enfin, tu vois, toi qui es porté plus sur les trucs graphiques, t'as pas tant que ça de trucs. T'as pas tant que ça de trucs dans ce film-là, je trouve. C'est ce que je disais avant, c'est que tous les meurtres en question sont hors champ, et ça, concrètement, c'est un no-go parce que tu fais pas de slasher si c'est pour pas filmer les morts, parce que ça reste un peu. Mais il y a un soin qui est apporté dans la mise en scène des cadavres, en fait. Le triptyque, quand tu le vois, en fait, c'est vraiment horrifiant. Tu vois, le résultat final, il est vénère. La scène du repas de fin aussi, où t'as tous les cadavres qui sont à la table et tout. Ouais, mais ça, en fait, avec les guirlandes. Ça fait très massacre à la tronçonneuse du pauvre. C'est complètement, après, je pense qu'il y a effectivement, l'inspiration, elle est assez directe là-dessus. Mais je trouve que, avec les guirlandes de viscères un peu partout dans la maison et tout ça, il y a quand même un soin qui est fait dans le décor, en fait, et on va dire, dans la production value un peu gore,
qui justement est en décalage avec le fait qu'il ait rien voulu montrer dans l'action, mais que par contre pour le décor, moi je trouve que toute la scène de fin, je trouve que c'est super bien, les lumières ultra poussées à fond au rouge et tout ça. Oui, la photo pour le coup, elle est soignée. Ouais. C'est très, enfin ça fait très. D'ailleurs, même pareil, c'est une réplique de la BD où ils disent qu'ils se sont inspirés du Giallo et tout. Là, il y a un côté fan de Argento au niveau de la photo, au niveau des choix de musique synthé et tout. Ouais. Enfin, ça fait très horreur années 70-80. Mais il y a des choix esthétiques qui sont sympas. Moi, j'aurais effectivement préféré qu'ils virent les scènes de GameCube entre guillemets, parce que je trouve ça vraiment mal branlé. Mais même, enfin, c'est bizarre d'avoir fait que 1h20. T'as l'impression que les personnages ils ont des trucs à défendre, tu vois. Genre. Surtout sa meuf pour le coup. Ouais. Même l'assistante, tu vois. Enfin, le côté je dessine tout parce que j'ai un trauma ou je sais pas quoi. Oui, remarque. Oui. Mais c'est vrai que elle, du coup, le film la jette sous le bus. Ouais. C'est vraiment. Clairement. Waouh. Clairement. Et Baruchel est littéralement en train de dormir à ce moment-là. En fait, ça servait à rien du tout. Non, c'est vrai que lui, son perso. Puis même je trouve que la montée en tension quand il capte que le tueur va forcément buter une famille et tout, machin. Je trouve que ça marche pas, et là, c'est plus un problème de mise en scène, quoi, qui fait que ça marche pas, parce que t'as la panique qui monte, les trois dans la voiture jouent pas trop mal ce passage-là, mais ouais, t'as pas le rendu que tu devrais avoir, et en plus après, effectivement, vu que le payoff c'est un meurtre vraiment extrêmement mal filmé, au flingue comme t'as dit, tu fais puis même là t'as un truc où c'est presque drôle parce que c'est raté, c'est qu'en plus donc le tueur a un flingue, donc c'est comme ça qu'il zigouille la famille, et après il a un fusil automatique et il commence à arroser leur bagnole. C'est un M16 hein. Et ouais, c'est ça, enfin tu fais mais là je suis plus dans un film d'horreur, enfin c'est vraiment pas du tout ça que j'attends d'un truc de toute façon, les slashers avec des flingues, c'est dans les codes, hein. Le slasher, il doit avoir une arme un peu phallique pour. Ouais, arme blanche toujours. Ou un truc de bourrin, genre une masse ou machin, quoi, tu vois. Parce qu'effectivement. Déjà, en plus, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que dans le comics, le côté, il a un masque de soudure. C'est pour faire, en fait, l'idée, grosso modo, que ces deux gars, c'est l'auteur de comics un peu feignant, en fait. C'est le voyeurisme des meurtres qui fait que c'est un succès en BD. Mais en sous-texte, tu comprends que c'est une caricature en fait de tous les histoires que t'as déjà vu, où ils ont tous, comme dans Red Dead encore une fois, le moindre masque. Je sais plus dans quel film c'était qu'il y avait un masque à gaz de soldat aussi qui était revenu du front. C'est pas genre meurtre à la Saint-Valentin. Si, je crois que t'as raison. Parce que je crois que le tueur c'est un mineur dans le sens travailler à la mine, et du coup il a. Ça c'est My Bloody Valentine. Ouais. Et il y en avait un autre avec vraiment un soldat qui revenait du front, qui avait sa baïonnette et tout. Ah d'accord, ok. Mais ils ont eu toutes les idées, tu vois. Grosso modo, tu vois pas la gueule du slasher, c'est bon, ça fait le taf. Et il faut qu'il ait une arme qui soit en pointe avec une lame quoi. Que là effectivement, mais tu vois, c'est con, genre, pareil, il y a Run, comment il s'appelle? Pas Neyef, Arnaud et moi. Jaune? L'artiste? Rours, merci. Rours qui a fait une BD qui s'appelle Jaune. Je le dis pour ceux qui n'ont pas forcément rattrapé tous les podcasts précédents, mais qui est déjà pareil, une sorte de digestion un peu méta, des codes de Crystal Lake, des codes de Scream, des codes de, évidemment, je sais ce que t'as fait la télé, Souviens-toi l'été dernier. Voilà, mais tu vois qu'il y a un côté un peu, et si en fait on prenait ces machins-là à l'envers, en disant que effectivement on va suivre le point de vue des tueurs, et on va en fait les présenter comme une sorte d'entreprise générationnelle qui se passe de main en main et tout. Donc en fait ça y est, on a déconstruit à fond en fait le slasher. C'est littéralement le genre le plus déconstruit de l'univers. T'as même un film avec Olivia Wilde qui parle d'une Scream Queen qui avait ressuscité, enfin qui avait survécu à un premier massacre, et dont la fille qui est tuée par Vera Farmiga. Non, pas Vera Farmiga. Arnaud et moi, tu connais? C'est ça, c'est The Final Girl. Voilà, The Final Girl. Non, Final Girls, je crois. Voilà, et qui en fait se sert du slasher pour parler de relations mère-fille en fait. Oui, c'était un peu le Last Action Hero des slashers. Parce qu'elle se retrouve ensuite dans le film slasher de Sadaron. Exactement. Donc c'est vraiment le genre le plus déconstruit du monde. Ouais. Et c'est woke. Et effectivement, le comics Random Acts of Violence participe de ce mouvement en fait on a tellement tiré sur les slashers que maintenant on peut faire tout et n'importe quoi, on peut se moquer du truc et compagnie. Sauf que là, à l'inverse, le film le remet au premier degré. Ouais, c'est ça. Tu vois, le recanonise comme un film sérieux. Et du coup, la voix off finale de la meuf, en fait, c'est beaucoup trop sérieux pour ce que t'as montré le film. C'est ça se prend vraiment ultra au sérieux. Et t'es là, tu fais ouais, mais moi tout ce que j'ai vu, c'est un slasher pas ouf. Donc
ça justifie pas d'avoir cette conclusion-là, quoi. Mais qui essaye d'avoir des moments, tu vois, quand ils se font enlever tous les deux, et qui sont dans l'espèce de fourgonnette, là. Oui. Et qu'elle lui dit, mais, c'est vraiment la fin. Moment, je veux pas mourir triste, je suis avec toi et tout. Ouais. Je dis, putain, en fait, dialogue, voilà, c'est une belle scène et tout, t'as envie d'y croire, même t'as envie de croire à l'espoir à ce moment-là. Et en fait, après, juste, le slasher le vilain va encore la zigouiller, tu te dis, c'est trop con. Et en plus, elle vient de te dire, t'esthétises la violence et compagnie. Mais en fait, non, mais c'est tu fais pareil, toi, Jay Baruchel. Et moi, justement, si tu changes la fin, au moins la meuf survit, tu vois. Enfin, sans vouloir faire mon bâtard de base, mais c'est vraiment trop déconstruit, ça. Bah non, mais elle a littéralement une réplique où elle lui dit, t'arrives pas à trouver ta fin, parce qu'en fait, tu fais que tuer des meufs. Et la fin, c'est quoi? C'est littéralement la meuf qui se fait tuer. Et le film se termine, tu vois. Enfin, je trouve ça un peu con, quoi. Ah, ça, c'est Jay qui a pas réfléchi à ses propres répliques. Ça, il y a un côté méta, quand même, dans le côté, je sais pas comment finir mon film, enfin. Ouais, parce que là, c'est vrai que la fin le dénouement avec de gros guillemets, c'est pas fou, limite, quoi. le vilain, il gagne, en fait, quoi. Oui, c'est ça. C'est, en fait, le vilain arrive, il te donne la clé de son intrigue, et ensuite, et du coup, maintenant, tu dois me tuer. Ok, pourquoi? Je sais pas, mais vas-y. Pour finir l'histoire. Parce qu'il se venge quand même. L'autre a buté ses meilleurs potes et sa daronne. Et sa daronne. Oui, en l'occurrence. Oui, mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai que c'est ça. T'arrives pas. Mais non, mais ils se ressemblent pas, putain. Mais je te jure que il est pas light skin. Je te jure que Non, mais c'est de la grosse triche, le casting du gosse. Je me rase le crâne. Je pars bronzer une semaine en Italie. Je suis aussi Renoir que ce type, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est abusé. Moi, au départ, je croyais que c'était l'acteur qui jouait le jardinier dans Desperate Housewives. Le mec, tellement, il a les mêmes yeux clairs, tu sais, l'espèce de bleu perçant comme ça. Parce que justement, moi, je me suis dit, mais on dirait, est-ce qu'il est Renoir et tout? Parce que vraiment, c'est pas clair du tout. Après, par contre, ça existe, tu vois, dans la vraie vie. Il y a des, tu vois, genre les enfants de Yannick Noah, ils sont blancs, caucasiens de fou, quoi. Ça existe dans la vraie vie. Oui, mais là, on parle d'un gamin qui ressemble à Michael Jackson quand il était petit. Et qui ressemble à Michael Jackson quand il était adulte. Ça existe, mais sans être passé par... C'est grâce à la pub Pepsi, voilà. C'est pour ça qu'il a plus de cheveux non plus. Ça n'a rien à voir. Non, mais effectivement, ouais. Voilà. Mais du coup, toi, t'as aimé Arnaud? Mais moi, j'ai pas détesté. J'avais bien aimé. J'avais bien aimé. En tout cas, j'en gardais un bon souvenir parce que ce que je disais, c'est qu'il y avait quand même si les meurtres étaient pas graphiques dans l'action, il y avait quand même une belle esthétisation en fait. Des morts après. Et je trouvais que avec la photographie, que c'était un ensemble qui se tenait, quoi, qui avait. C'est un peu le côté tableau entre guillemets que. Bah oui, mais c'était comme le Trinity Killer dans Dexter saison 4, tu vois. Il y a ce genre de fascination un peu. Ça, au niveau des plans, il y a des idées qui sont. Tu vois le moment où il sort de sa chambre d'hôtel, il croise son assistante, après il croise sa meuf, et tu sais, t'as vraiment ce moment en fait où tu sais qu'il y a un tueur qui rôde et. Ouais, en fait, tu sais, mais tu vas rien faire parce que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Enfin, dans les films, en l'occurrence, où tu vois rarement ces moments de rien, où juste tu attends que ça arrive sans qu'il y ait de sexe, sans qu'il y ait de répliques rigolotes. Parce que souvent, les slashers, c'est un peu ça. C'est en fait, il y a un meurtre qui arrive, mais tout le monde s'en bat les couilles. On va continuer à aller bronzer, à niquer, à se droguer. Genre, il est parti où, machin? Bon, il nous fait une blague. Cette réplique, il nous fait une blague, quand même. Le nombre de trucs qu'elle a justifié dans les films d'horreur. Il est parti où ça fait une semaine qu'on l'a pas vu, il y a eu du sang dans sa chambre et tout. Il nous fait une blague, c'est bon et tout. Mais il y a des moments, ouais, qui sont bien filmés. En fait, ça fait très film d'entraînement, je trouve, pour Baruchel. Ça fait très film, bon, celui-là, on le compte pas, mais vous voyez, je peux filmer ce genre de choses si je m'en donne les moyens. Il avait peut-être envie de sortir de son registre de pure comédie. Ah, bah, c'est sûr et certain. Oui, parce que, effectivement, je pense que c'est ça qui explique, mais qui pour moi devient un défaut du film, mais c'est ça qui explique qu'il a pas tenté de mélange de genre du tout. Ouais, il est vraiment, je fais un vrai slasher, etc. Mais du coup, ouais, moi je trouve ça dommage parce que vu que c'est un mec qui maîtrise, l'humour, qui maîtrise même l'humour méta, parce que c'est vraiment un peu sa matrice de lui et son groupe de potes. C'est quoi le rapport avec Facebook là? Oh. Toi, tu maîtrises pas l'humour par contre, du coup. Ah non, j'ai pas eu de doctorat en ça, désolé. Mais ouais, là, c'est un peu ce qui aurait sauvé le film pour moi, ouais, si t'avais eu, si s'était accordé cette liberté-là d'avoir, des passages, parce que en plus, ces personnages sont quand même assez bêtes, donc t'aurais pu avoir ça, surtout lui, son personnage. Après, c'est aussi le fait qu'on évidemment, on le connaît beaucoup pour de la comédie et tout, donc, mais je veux dire, même, tu vois, ce côté débit de parole très nerveux et tout machin, ça normalement dans un slasher en fait ça permet de désamorcer plein de trucs et c'est marrant à regarder et tout, et là en fait non,
c'est vraiment pas du tout utilisé dans Après, ce sens. c'est au-delà de la couleur de peau, il y a vraiment un choix de casting qui est très douteux pour le personnage principal. Ouais, bah parce qu'en fait, lui, je crois que je l'ai vu dans un seul autre film d'horreur, mais qui était meilleur. Parce qu'il avait pas le rôle principal, parce que c'était La cabane dans les bois. Il joue dedans. Ouais, il fait le mec... La cabane dans les bois, les films de Joss Whedon. Ouais. Ah. Ouais. Qui était une parodie slasher d'ailleurs. Qui aussi, était complètement, là pour le coup, mise en abîme de fou, etc., et qui ouais. était plutôt réussi. Et je me souviens, il y avait Chris Hemsworth dans ce film. Il y a Chris Hemsworth. Et le mec de la Maison Blanche là, qui joue celui qui leur envoie. Le bédaveur. Non, tu sais, du côté des méchants, celui qui envoie oui. les vagues. C'était le conseiller du président dans oui, West effectivement. Wing. Mais non, dans le groupe de jeunes, du coup, des héros, t'as ce mec-là. Ok. Qui Putain, est, je m'en souviens pas du tout. Bah, parce que justement, il est très secondaire et c'est pas du tout lui le personnage principal. Et pour moi, il est pas vraiment taillé pour être un personnage principal, même dans un slasher, quoi. C'est bon, je vois des photos de Jesse Williams avec des cheveux un peu. Il lui aurait laissé 2 cm de cheveux. Ça bouclait un peu et tu faisais le lien. Et tu faisais le lien plus facilement. En fait, tu as nié son identité ethnique. Ah bah complètement. Non mais complètement. Ouais. Complètement. C'est un mec qui voit pas les couleurs. Tu vois. Ouais, bah oui. Non mais ouais. Voilà. Je suis Renoir stigmate. Je sais pas. Mais ouais, franchement, en plus, on peut même pas dire mais du coup, il s'est entraîné là-dessus pour ensuite faire autre chose, machin. Parce qu'il se trouve que Jay Baruchel n'a pas fait. Alors, là, il a tourné en quoi, en 2020, celui-là? C'est sorti 2019, en 2020, 2010. C'est sorti en 2020, donc il a tourné un an avant, je dirais. Non, le premier projet c'était en 2019 au South by Southwest, Arnaud. Ok. Ouais, donc il a tourné un peu avant. Alors. Donc un peu avant. Après, ça s'insigne que tu tournes en 3 semaines. Hein, de toute façon. Ouais, mais je veux dire... 2018, on avait l'annonce de l'adaptation. Ouais. C'était en 2018, ouais. Et depuis, on est d'accord, il a je vérifie sur sa page IMDb, mais j'ai pas l'impression. Ouais. Mais je le verrais bien de faire des épisodes de séries télé ou des conneries comme ça. Mais il a fait par contre, il a fait des trucs, hein. Il a tourné des trucs, mais attends. Mais en mise en scène ou en casting. Attends, je te retrouve ça. Ah non, moi je parle vraiment en mise en scène. Hein. Ouais. Donc de réalisation. De réal, ouais. Ok. Parce que justement, ça a fini sur Shudder. Shudder, il y a quand même une grosse scène de petite prod un peu. Oui, complètement. Ouais. Alors depuis, il a fait un clip du groupe Alexis on Fire, qui est un groupe sympathique pour ceux qui connaissent. Oh non. Ça va. C'était cool. Oh franchement, il faut aimer le mec qui crie quand même. Hein. Oh bah. Faut aimer les mecs qui crient. Hein. Ah non, je supporte pas que c'est. Nous à Ivry, on n'écoute pas ça. Hein. Exactement. Allez, exactement. Il a fait 2 épisodes d'une série qui s'appelle La Famille Critch. Et il a fait une mini-série qui s'appelle We Are All Gonna Die, Even Jay Baruchel. Ah, mais ça, c'est pas une série de fiction, c'est un programme, en fait. C'est un programme télé où il étudie comment l'espèce humaine pourrait s'éteindre. Okay. Ouais, c'est ce genre de mec, en fait. Okay. Là, c'est aussi un truc, c'est Baruchel, il a cette espèce d'humour de mec qui s'assume pas. Dans tous ses films, c'est toujours, comme tu dis, il se met pas en avant. C'est toujours celui qui est un peu gêné, un peu mal à l'aise et tout. Il est toujours un peu, foutez-moi la paix, etc. Que là, effectivement, ça se sent je pense que dans un monde idéal, c'est lui qui aurait joué le héros, en fait, mais. Ouais. Et il aurait peut-être plus, après il est parano, tu me diras non plus, mais il aurait peut-être plus porté ce truc-là que... Oui, non, mais ouais, c'est juste après, tu recasses le gamin et tu fais pas chier. Oui, voilà. Et la daronne, du coup, mécaniquement. Oui, bah trop compliqué, ils ont déjà signé un contrat. Non, mais après, moi, je vois ce que veut dire Arnaud. C'est vrai que je me suis pas fait chier, personnellement. Je l'ai regardé, voilà. Bon. Moi, j'en veux surtout parce que je me souviens, c'est quand Robert Ospian, Angry Scribe, etc., avait fait un thread sur les Vendredis 13. Même surtout, il a revu Les Griffes de la Nuit, il avait revu une Halloween. autre franchise ouais, peut-être Halloween, mais une autre franchise de slasher célèbre. Et après, il avait découvert, entre guillemets, en direct les Vendredis 13, et il disait, ah ouais, en fait, c'est vraiment des films de merde. Parce que justement, Vendredi 13, oui, c'est... Voilà, c'est pas créatif au niveau des tueries. C'est-à-dire que t'as le premier qui est au niveau mise en scène très créatif, on voit pas le tueur, t'as la flèche qui traverse la gorge, etc. Tom Savini à l'époque, REP. Non, il est encore en vie, n'importe quoi, pourquoi je dis REP. Et après, il disait, en fait, dans le slasher, le principe de base, c'est qu'on sait que le scénario va être pourri. On sait que ça va être la formule méca, où tu vas avoir des mecs qui vont arriver, ados, bande de jeunes sur un campus, bidule et compagnie, et qui vont se faire tuer les uns après les autres parce que c'est ce que tu es venu voir. Ouais, ce qui rend le truc ludique, c'est comment le crime arrive, comment il est mis en tension, comment il est, comment dirais-je, créatif, littéralement ludique. Voilà, avec quel outil on va te tuer.
Et effectivement, en comparaison des grandes marques que sont, par exemple, les Griffes de la Nuit, qui est très très créatif pour le coup, parce que évidemment, t'as un dieu, hein. Freddy, c'est Dieu. Oui, c'est ça. Dans le monde des rêves, il fait à peu près tout ce qu'il veut. Voilà. Donc en fait, il dépend de l'imagination du scénariste. Donc si le scénariste décide de lui faire des dingueries, comme c'est à peu près le cas dans presque tous ses films, Freddy se retrouve à faire vraiment des trucs complètement improbables pour tuer ses victimes, quoi. Dans les Scream aussi, t'as pas mal de jeux sur par où le tueur va arriver, comment le couteau va, tu sais, avec le coup du gloriole et tout, le couteau sort et tout, tu vois. Enfin, non, mais je crois que on n'appelle pas ça un mousquet en escrime. si, l'épée fine comme ça. Ouais. Ouais, ok. Bah voilà. Très bien. Bien, bravo, merci beaucoup, Irim. Et là, effectivement, moi, le reproche que j'ai à faire, c'est que je trouve parce que dans l'escrime, en fait. Ah, ok, d'accord. Merci. Ouais. Ah, donc toi aussi, t'as eu la même non-maîtrise que moi en humour. Attends, je crois. laissons les gens respirer le zoom, parce que là, ils sont morts de rire. Voilà, prenez votre souffle, voilà, tranquille. Mais, oui. donc là, elle était pourrie, mon gars. Eh ouais. C'était vraiment Mais donc là, en l'occurrence, voilà, moi, le souci que j'ai, c'est que vraiment, je trouve, c'est esthétique, mais c'est pas ludique. Tu t'amuses pas devant ce film, en fait. Tu trouves pas que les morts, en fait, ont le côté, ah, super, il s'est fait tuer. Attention, je suis pas un psychopathe, mais que t'as normalement dans un slasher normal. Oui, normalement, t'as le côté plaisir régressif du slasher, et là, tu l'as pas du tout parce que c'est ultra sérieux, en fait. Oui. Et, effectivement, t'as le côté, c'est beaucoup de hors-champ. Du coup, tu dis, mais qu'est-ce qui intéressait le Gébarouchel là-dedans, alors? Parce que si t'as pas le côté ludique, et que, bah ouais, enfin, si, du coup. T'as pas le côté comics non plus? Bah, tu l'as très peu, quoi, un petit peu. Mais tu l'as pas beaucoup, quoi. Oui, un petit peu. C'est ce que j'ai dit, du coup, j'ai dit un petit peu. Mais du coup, t'as Ce que je dis un petit peu, il fait, ouais, mais tu l'as pas beaucoup. Je fais, bah oui, d'accord, quoi. C'est littéralement, quoi. Non, mais c'est-à-dire que. Après, j'aime bien quand tu me paraphrases, donc voilà, continue. Non, mais c'est-à-dire, après, je pense que c'est un peu triste, mais je crois que ce qui l'intéressait, c'était vraiment le propos ultra premier degré sur ce que te dit la voix off à la fin et tout machin. Sauf qu'il n'arrive pas à rendre ça très. Elle dit quoi, la voix off? J'ai déjà oublié. En fait, c'est la meuf, donc c'est Joanna Brewster qui parle et qui dit que c'est ce truc sur tu t'es inspiré t'as transformé ton trauma ou je sais pas quoi, et en gros l'art c'est ça. En fait, c'est une définition de c'est quoi l'art. Voilà, le reste c'est juste des random acts of violence. Et t'es là, tu fais ça se prend quand même beaucoup trop au sérieux pour ce que c'est, quoi. Ouais, c'est un peu zarbi en plus pour un truc qui parle littéralement d'un mec qui a écrit un comics. Enfin, c'est le moment où tu pourrais t'amuser justement. Mais surtout que t'as des personnages tiers qui font ça. C'est que ce qui fait avoir ce discours justement à sa copine, c'est que t'as la meuf shérif qui elle les juge vraiment en mode vous êtes vraiment deux petits cons, etc. quoi, tu vois. Donc elle leur met vraiment plein la gueule en mode. D'ailleurs, elle leur dit quand elle les relâche, parce que du coup oui. Le truc, c'est que forcément ils sont quand même à proximité des meurtres, donc ils sont suspects, tu vois, machin. Mais du coup, t'as les caméras du motel qui confirment leur version, et donc elle leur dit, bah voilà, du coup vous êtes libre de partir et tout. Mais pour moi, ça, en gros, elle leur dit, pour moi, en fait, vous êtes. Comme si vous l'aviez. C'est comme si vous l'aviez tué vous-même, quoi, machin, parce que vous êtes des merdes, machin truc. Et là, tu fais OK. Donc elle, je vois ce qu'elle représente dans le discours et tout. Ça influence du coup la meuf qui ensuite c'est là qu'elle lui fait la tirade, mais en fait t'es juste un fétichiste de la violence, etc. Et bah après t'as pas vraiment de conclusion à cette réflexion entre guillemets. C'est plus que bah après juste elle est en mode effectivement je veux pas mourir, ou je veux pas mourir en panique, en pleurs et tout machin, je t'aime et tout machin. Je refuse de crier quand le tueur me tue. Ouais, voilà, tu vois, t'as ça et tu dis bon, ok, du coup. Franchement, moi, la scène où il la retrouve et où t'as encore un mince espoir qu'elle soit encore en vie, oui. Et où là il chope les organes dans la main, je me dis les gars, on aurait pu avoir un petit peu de joie et de positivité. Non. Mais en plus c'est ce que je dis. Vas-y Arnaud, attaque si tu veux. Non mais en plus c'est ce que je disais à Arnaud, c'est que là, même si oui c'est une inspi, c'est normal et tout. C'est super compliqué d'émuler Massacre à la tronçonneuse sans faire petit bras à côté, quoi, parce que le truc du dîner c'est clairement ça. Et la scène, effectivement, elle est jolie en termes de photos, mais bah ouais, tu passes quand même quoi, 40 ans après ce truc,
Et là, t'as pas de grand chose à dire de plus. Toby Hooper, c'est ça, Massacre à la tronçonneuse? Ouais. Bah, en même temps, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Ouais, mais en plus, je veux dire, t'as... c'est pas le même niveau, quoi. Voilà. C'est un niveau qui est différent. C'est ça. Il y a ce niveau. Ils pourraient être semblables, mais ils sont plutôt pas trop similaires. Ils sont distincts. C'est ça, ouais, ils sont distincts. Exactement les mêmes périodes. mais tu vois, typiquement, alors, est-ce que c'était le remake ou est-ce que c'était le prequel de Massacre à la tronçonneuse? Mais, celui où il y avait Joanna Brewster, la séquence du dîner est plutôt cool. Après, mais encore une fois, c'est parce que ça tient sur l'acteur, alors, pas Letterface, mais le mec qui fait son daron adoptif. C'est Leatherface. Quoi? T'as dit Letterface, c'est Leatherface. Parce que Letterface, c'est celui qui a une tête d'enveloppe, et c'est dans le film. On n'a pas dit que t'arrêtais l'humour tout à l'heure, on n'est pas... J'ai pas dit c'était d'accord pour dire que t'étais pas dans le film Postman, du coup, il est terrible. Donc le daron, vas-y, te laisse pas faire. Après, en même temps, dans la Massacre à la tronçonneuse, Leatherface, c'est juste le bras armé. Enfin, oui, bien sûr. Mais là, disons que l'astuce du remake et de son prequel, c'était de créer ce personnage de giga bourrin qui est juste un daron vulgaire qui prend la place du shérif, qui est un obsédé sexuel fini et qui est juste insupportable en fait tout le temps. Et du coup en fait c'est lui qui tient un peu le film et qui tient cette scène de dîner, parce que justement je crois que Joanna Brewster dit genre elle fait exprès de les provoquer, genre elle leur fait une horrible vanne en disant excusez-moi, mais genre dans votre famille en fait vous baisez juste entre cousins ou aussi entre frères et sœurs et tout machin. Et là t'as vraiment le mec qui est en mode tu blasphèmes, sale pute et tout machin. et il parle comme ça tout le temps, tu vois, machin. Et là le truc c'est qu'encore une fois quand je dis le tueur il a aucun charisme et tout, c'est aussi ces dialogues sont très pauvres. Quand il se met à parler, tu fais waouh, c'est dur, hein. C'est limite remets ton masque de soudeur parce que genre pourtant il a une bonne gueule, tu vois, pour le coup l'acteur. Mais dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pas possible. C'est ce que t'avais dit pour je sais plus quel podcast, en fait, c'est qu'il te donne la notice du film. Ouais. Et ça, c'est un problème parce que, ok, je peux comprendre qu'il a besoin d'expliquer au mec normal qu'en fait, ils ont allé entre les deux et lui, il est pas du tout au courant parce qu'il a oublié tout ça, il a occulté. Mais en même temps, je sais, après, j'ai pas beaucoup parlé avec des psychopathes, hein. Mais je veux dire, moi, j'imagine mieux comme échange, un truc peut-être plus, je sais pas, mais encore une fois, moi, je suis baisé à cause d'Hannibal, tu vois. Et je trouve qu'il y a une façon d'écrire justement la relation entre Will et Hannibal Lecter, où tu sais, justement, c'est plus écrit comme une sorte de romance. Là, tu vois, ils auraient pu écrire ça comme une sorte de relation père-fils manqué, tu vois. Ils auraient pu dire, tu vois, en fait, pour moi, t'es mon fils. Vu l'origine story, oui, c'est clairement ça, quoi. Et ils en profitent. Et en fait, le mec lui dit juste, tu vois, j'ai tué ta mère à ce moment, tu m'as dessiné, je trouve ça cool, j'ai lu tes comics, ça m'a fait plaisir, maintenant tu vois. Et tu dis, mais c'est littéralement, là, c'est à peine déformé ce que je vous dis. Oui, non, mais c'est ça, hein, le dialogue ressemble presque à ça. Et tu dis, c'est le pinacle du truc, c'est tout ce qui t'explique tout le film, tu peux le faire de manière plus propre ou plus subtile, je sais pas. Mais après, encore une fois, voilà, c'est par rapport justement. C'est qui a fait ce remake-là dont tu parles de Chainsaw Massacre Massacre à la tronçonneuse? C'est Rob Zombie? Le prequel? Non, ça c'est Halloween Rob Zombie. Ah oui, c'est le remake de ok, d'accord. Non, celui dont tu parlais. Non, c'était Jonathan Liebesman. Mais c'est pas le mec qui avait fait un Tortue Ninja, lui? Jonathan Liebesman? Tortue Ninja? Celui de Michael Bay? Non, le 2, je crois que c'était pas lui, c'était pas Jonathan Liebesman qui a fait le 2. J'en sais rien. C'est cette catégorie d'auteur un peu d'auteur. Ouais, du coup, ce que je veux dire. Mec qui fait de la commande, quoi. Il a fait Battle Los Angeles, ça c'était de la merde. Il a fait effectivement Ninja Turtles. Ouais, c'est ça, voilà, celui avec où il y a Seth Rogen qui joue Rocksteady qui pète. Ah, mais oui, c'est vrai ça. Il était bien ce film. Mais du coup, ouais, c'est un peu comme Marcus Nispel, lui, c'est les mecs Marcus Nispel qui avait fait le remake de Vendredi 13. Non. Enfin oui, il avait rebooté Vendredi 13 c'est lui qui avait fait ça. Et puis il avait fait le remake du premier Massacre à la tronçonneuse. Ça c'est lui je l'aime pas lui. Ouais. Lui c'est un tâcheron lui. Lui c'était triste son Vendredi 13 même son oui, enfin tout ce qu'il a fait. Il était violent, il y a eu du cul, c'était très bien. Non, mais c'est vrai qu'il y avait comment s'appelle la blonde là, il y avait une scène de cul vraiment très graphique où vraiment c'était genre on va mettre le plan nichon, on va durer 3 minutes et oui, elle était longue. Et il y avait une des meufs de Arrow qui jouait dedans aussi. Enfin, de The Flash. Oui.
Celle qui faisait Frost Killer après la Killer Frost. Killer Frost, ouais. Daniel Palabec ou un truc comme ça. Non, là. mais il est fort ce garçon, t'as vu un peu? Un truc comme ça. Ouais. Ça c'est 10 ans de CW mon gars, ça s'oublie. Ouais, c'est pas, faites pas ça chez vous. Hein. Après voilà, moi franchement si vous voulez Palabaker, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Peut-être matez plutôt Incassable si vous voulez un propos sur les comics et matez plutôt Massacre à la tronçonneuse si vous voulez c'est un vrai film d'horreur premier degré. Ah bah là pour le coup. Oui. On va dire voilà. Non puis même t'as pas le truc classique, t'as pas trop de poursuites en fait. Bah si en voiture on l'a dit. Non, vraiment la poursuite slasher quoi, je te course machin. Parce que c'est pas vraiment un slasher non plus en fait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs en fait, peut-être que si on veut le voir comme un slasher, on est forcément déçu parce que c'est pas un slasher en tant que tel. Et si on veut le voir plutôt comme un thriller un peu horrifique parce que genre Seven, tu vois, c'est pas un slasher, tu vois, alors qu'il y a aussi un tueur, il y a des meurtres et tout ça et non mais pour pas dire je veux pas comparer à Seven, tu vois. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste un thriller très poisseux, très très crade, sur fond de discours sur la représentation de la violence dans la bande dessinée, et qu'en fait voilà, faut le voir comme ça parce qu'effectivement l'idée c'est pas Slasherman, c'est pas le propos en fait. Slasherman c'est le vecteur de ce discours sur l'art, la violence et le rapport entre le réel et la fiction. Dans la BD plus oui, mais dans le film aussi quelque part aussi, mais c'est ce que je disais moi, le fait d'avoir changé la fin pour en faire un truc qui individualise le rapport entre l'auteur et oui, qu'il personnalise en fait, qu'il le personnifie surtout. Mais ça c'est aussi un truc qui m'énerve, c'est que justement vraiment le tueur te dit je t'ai créé puis tu m'as créé et tu dis bon j'avais compris le truc, ça c'est intéressant, mais en même temps justement ça se résume à la scène de fin en fait, parce que pendant tout le film t'as juste des flashbacks. Peut-être que l'important c'était la destination et pas le voyage. C'est beau quand tu non mais je sais pas, moi je pense ça va paraître très con, mais je pense à Scream Queen par exemple de la série de Ryan Murphy avec Emma Roberts, où justement ça c'est pour moi ce que j'attendais pour ce film là, tu vois. C'est-à-dire que c'est un vrai slasher premier degré, il y a vraiment des gens qui se font tuer, des ados, un tueur au masque et compagnie, et par contre c'est vraiment écrit par des gens qui font de la comédie. Du coup c'est vraiment une parodie premier degré en fait intelligente de voilà ce qui se passe quand on fait une vraie comédie au sein d'un monde où il y a quand même tous les codes du slasher, toutes les règles du slasher, tu vois. C'est pas un machin Tucker and Dale Fight le mal, tu vois. C'est un vrai slasher, sauf que dedans les personnages sont tous très cons et obsédés par des conneries, mais vraiment de popularité, de pom-pom girl, etc. Okay. Et tu l'as vu cette série? T'as pas vu cette série? Arnaud Kikou? Toi? Alors qu'il y a Emma Roberts dedans en plus. Alors et que c'est Ryan Murphy. Saison 1 extraordinaire. Il y a Ariana Grande d'ailleurs qui joue dedans, Arnaud. Ah bah let's go. Pour te motiver. Ah bah j'y vais. Et mais je crois qu'il y a Glenn je Powell quitte ce podcast. Aussi, hein. je regardais. Je crois que c'était un des premiers rôles de Glenn Powell qui joue le Tchad absolu du campus. Ah d'accord. Et qui est pote avec Nick Jonas qui sont potes. Et en plus il y a Glenn Powell. Oh là là. Ouais bah oui. Oh non, mais là, franchement série très sous-estimée dans la filmo de Ryan Murphy. Tous mes crushs dans une même série. Si vous espériez un slasher par Jabba Rouchel, c'est peut-être plus ça qu'il faut regarder que Around the Max of Violence. Très bien. On vous a conseillé plein de trucs dans ce podcast. Voilà, c'est ça. C'est un podcast. Essayez de trouver la BD parce que franchement, nous fans de comics, c'est quand même plein de petites vannes méta et tout. Oui, elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool. Très bien. Bah, en tout cas, on en a terminé pour ce petit podcast. Vous avez prévenu, ça ne durerait pas très très longtemps. Mais quelque part, quasiment aussi longtemps que le film aussi. Donc, Yeri n'a même pas eu le temps de finir son verre de vin. On respecte. Je le trouve très sobre. Il a pas dormi cette nuit, en fait. Je pense que ça, il est en petite forme, notre Yérim aujourd'hui. La fête de la musique, ça. C'est Victoire la musique. Victoire, ouais. Parce que la fête de la musique, c'est dans quelques mois. T'es content pour This is la peste, du coup? J'ai appris là sur le trajet de palmarès. Ah, tu as pas... Attends, mais c'est une grande victoire pour les musiques urbaines. Tu veux les musiques urbaines? Exactement. Allez, on va rendre l'antenne. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas. Vous pouvez nous soutenir en partageant les podcasts sur vos plateformes, en parlant autour de vous et également en nous soutenant sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut! Salut! Salut!